Bonjour à tous et bienvenue sur Wrestling Clinic. Aujourd'hui, nouvel épisode consacré à l'affaire Chris Benoit, cette grande tragédie qui a éclaboussé le monde du catch et le monde médiatique en juin 2007. Alors dans cet épisode, on va voir peut-être l'élément que vous attendez avec pas mal d'impatience, ce sont les stéroïdes et plus particulièrement le rôle qu'ils auraient pu jouer, non pas en tant que consommation, mais que surconsommation, allié avec d'autres éléments, et on va aussi voir en détail comment tout ça vient s'imbriquer avec les politiques de la WWE à ce moment-là, de l'ère Ruthless Aggression en 2007, mais aussi quels ont été les antécédents liés aux stéroïdes à la WWE, et on ne va surtout pas oublier le rôle prépondérant du médecin de Chris Benoit, qui était celui qui permettait l'obtention de tous ces produits. Donc sans plus attendre, c'est parti. Alors le 26 juin, il y a une perquisition qui est faite chez ce docteur Astin. On va récupérer tout ce qu'il est possible de récupérer, des produits, on verra un petit peu plus tard quel type de produit, et on va aussi récupérer tous ces ordinateurs. Parmi ce qu'on a retrouvé, la première chose qui a entre guillemets frappé les enquêteurs, mais on va voir que finalement c'est pas incroyable, ce sont des ordonnances pour deux personnes. Une personne qui s'appelle MJ et l'autre qui s'appelle OG, auquel il aurait prescrit sur une période d'un peu plus d'un an environ 3650 pilules d'antidépresseurs et de painkillers. Donc ces pilules qui permettent de relaxer les muscles et de moins ressentir la douleur sur deux personnes. Ça a semblé beaucoup pour les enquêteurs, mais quand on fait le compte et qu'on rapporte ça à une consommation quotidienne, 3650 pour deux personnes pour plus d'un an, finalement ça fait que 4-5 pilules par jour, et d'expérience c'est relativement peu. Il suffit de voir tous les compléments et tout ce que prennent par exemple des bodybuilders. Là je parle pas du tout de stéroïdes, je parle de compléments, d'aide pour les articulations, de painkillers, voilà, toutes ces choses qui font partie du quotidien. J'ai aussi un petit exemple. En 2007, j'ai eu la chance de chercher Raven à l'aéroport de Francfort. J'ai passé la journée avec lui. À chaque fois qu'on s'arrêtait sur la route pour manger quelque chose, il sortait son pilulier. C'était pas le pilulier de la grand-mère avec 3 cases du lundi au vendredi. Là, c'était vraiment un gros truc dans lequel il y avait une foultitude de pilules. Donc, les enquêteurs, s'ils se sont un petit peu étonné de la quantité de pilules pour 5 pilules par jour par personne, c'est pas énorme. Par contre, ce qui est énorme, c'est ce qui suit, c'est concernant l'utilisation de stéroïdes qui était prescrite par ce docteur pour Chris Benoit. Les enquêteurs, ils ont retrouvé donc des ordonnances qui permettent à Chris Benoit d'obtenir de la testostérone cypionate. Entre mai 2006 et mai 2007, ils ont estimé que ce médecin lui prescrivait l'équivalent de 10 mois d'utilisation toutes les 3 à 4 semaines. Alors, il faut prendre un tout petit peu de pincette avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, il faut se demander, là-dessus on n'a pas de réponse, combien est-ce que les enquêteurs estimaient que constitue une consommation de 10 mois. Mais peu importe ce que eux considéraient, ce que c'est 10 mois de testostérone cypionate, toutes les 3 à 4 semaines, donc grosso modo tous les mois, Chris Benoit en utilisait l'équivalent de 10, c'est-à-dire qu'il y avait une surconsommation de 10 fois ce qui était considéré par les enquêteurs comme la normale. Cela soulève une vraie question par rapport à la légitimité des contrôles antidopage de la WWE qui avait recommencé à partir de début 2006 suite au décès d'Eddie Guerrero. Et comme vous l'avez vu dans un des derniers épisodes, Chris Benoit lui-même a été contrôlé en avril 2007, contrôle qui est revenu négatif. Ça veut dire que le gars il était complètement chargé à bloc, 10 fois les quantités habituellement accepté pour la testostérone cypionate, et pourtant lui il est passé à travers les gouttes de ce contrôle. Après il faut aussi voir quels sont les contrôles de la WWE. Pour vous donner un petit exemple, le CIO, le Comité International Olympique, lorsqu'il contrôle la testostérone, en termes de résultats, pour faire très simple, on ne va pas rentrer dans la signification des chiffres, le seuil au-delà duquel, le seuil qu'il ne faut pas dépasser, ça va être 4 pour 1. Le seuil que la WWE avait établi à l'époque du décès de Chris Benoit, seuil en dessous duquel on pouvait tout à fait continuer sans être pris, entre guillemets, à la WWE c'était 1 pour 10. Donc déjà, on voit que la flexibilité,
les degrés de laxisme de la WWE étaient très très élevés. Après, au niveau de la testostérone, il faut aussi faire un petit rappel culturel, parce qu'en France, en Europe, les stéroïdes et la testostérone sont vraiment complètement diabolisés, plutôt par ignorance du sujet. Aux États-Unis, n'importe qui fait, alors déjà sport professionnel évidemment, mais du sport amateur à haut niveau, à partir de 40, 45, 50 ans, surtout 45-50 ans, beaucoup de gens obtiennent des ordonnances tout à fait classiques de la part de leur médecin pour faire ce qu'on appelle le TRT, ou la TRT, c'est la Testosterone Replacement Therapy, donc une thérapie de remplacement de la testostérone, parce qu'il faut savoir que le pic de production de testostérone du corps masculin arrive à 25 ans, et ensuite ça décline petit à petit, et c'est vrai que voilà, autour de 45-50 ans, on a toujours envie de bien booster. Et c'est absolument pas scandaleux ni rien, c'est une pratique tout à fait courante, et encore le terme pratique c'est un petit peu délicat. Toujours est-il qu'aux États-Unis, voilà, dans la culture, il n'y a aucun problème pour utiliser de la testostérone. Par contre, il y a d'autres produits qui, aujourd'hui et encore à l'époque, étaient indétectables. À l'époque, par exemple, on ne pouvait pas détecter l'hormone de croissance. C'est vrai que souvent, quand on a un décès avec des cœurs qui sont énormes, c'est pas forcément les stéroïdes, c'est l'hormone de croissance. Et l'hormone de croissance, elle n'était pas détectable. Donc, on peut très bien imaginer que de très nombreuses personnes aient utilisé de l'hormone de croissance, mais pas des stéroïdes. Et l'effet final, c'est quand même des physiques qui sont énormes et qui pourtant arrivent à passer à travers les gouttes des contrôles de la WWE. Après, il y a aussi l'histoire des contrats, parce que quand on dit oui, un tel ou un tel n'est pas contrôlé, tous les catcheurs n'ont pas les mêmes contrats. Par exemple, Triple H. Je ne dis pas que Triple H utilise quoi que ce soit. Je ne dis pas, je dis simplement que du Triple H, du Brock Lesnar ou d'autres ont des contrats qui ne sont pas forcément des contrats de performeurs. Ce sont des contrats qui sont des contrats de personnes qui travaillent dans les bureaux. Et les personnes qui travaillent dans les bureaux ne sont pas amenées à être contrôlées. Et pour revenir à ce que je disais il y a quelques instants concernant l'hormone de croissance, quels que soient les produits utilisés et quels que soient les produits détectables et testés lors des contrôles antidopage, il faut savoir que ceux qui veulent tricher, c'est comme pour tout, ils ont toujours une petite longueur d'avance. Par exemple, en 1992, l'Ultimate Warrior et le British Bulldog ont été renvoyés à la fin de l'année 1992 car sur eux pesaient des soupçons de dopage alors que leur test anti-stéroïdes étaient revenus clean. Donc par essence, on savait qu'ils utilisaient d'autres produits, notamment l'hormone de croissance. C'est pour ça qu'ils ont été virés fin 92. Et en fin 92, c'est aussi à ce moment que la WWE avait pour la première fois instauré ces contrôles qui avaient duré jusqu'à, il me semble, début 96, fin 95. On peut aussi regarder par exemple le physique de Hogan lors du Rumble 92 et son physique lorsqu'il revient au King 93. On voit qu'il y a une métamorphose complète, il a complètement fondu. Ça montre bien qu'il y a eu l'arrêt d'une certaine consommation. Par exemple en 2006, celui qui avait beaucoup maigri, c'était Chris Masters, dont le push s'était soudainement arrêté suite à cette perte de physique. Pourtant, j'ai bossé avec lui sur un show en octobre 2011 en Belgique. Je l'ai vu de mes propres yeux dans sa version maigre. Je peux vous dire que le mec il fait la taille de mon mur, quoi. C'est absolument hallucinant. En termes de physique, les États-Unis, c'est un monde que nous, depuis la France, l'Europe, on a vraiment du mal à comprendre. Parce que les physiques là-bas, ils sont absolument hors normes. La base, le référent physique aux États-Unis n'a rien à voir avec ce qu'on a, nous, en Europe. C'est pour ça que même des personnes qui sont 100% clean, par rapport à nos référents français, européens, on n'est pas vraiment capable de comprendre comment c'est déjà possible. Pourtant, c'est une réelle réalité. Parce que tout le monde va au gym depuis qu'on a 12-13 ans, tous les mecs font énormément de sport, plus toute la bouffe aux hormones qu'ils ingurgitent depuis le plus jeune âge. Les Américains, c'est des physiques hors normes, même quand ils sont clean, il ne faut pas l'oublier, et c'est bien pour ça que je souhaite le rappeler. Aujourd'hui à la WWE, comparativement à d'autres catcheurs, à d'autres époques, c'est extrêmement clean si on compare avec il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Je veux dire, des Hercules à la fin des années 80, début des années 90, on n'a plus des gars comme ça aujourd'hui. Et les gars qui ont des physiques absolument hors normes, genre Bobby Lashley, il suffit de voir que depuis 2007, par exemple, Lashley, il y a une continuité physique, il n'a jamais eu des fluctuations musculaires, ce qui montre bien qu'il a toujours procédé de la même manière et qui tend à penser que effectivement, et quand on voit aussi la nature de son tissu musculaire, il est plutôt clean, en tout cas bien plus clean que ce qu'on pourrait imaginer initialement quand on n'est pas forcément initié à ce milieu. Alors revenons un petit peu sur cette histoire de perquisition. Lors de la perquisition, les enquêteurs ont aussi trouvé une quantité de doubles d'ordonnances qui ont montré qu'il a prescrit, pas que à Chris Benoit, mais à des dizaines de personnes, plus de 1 million de doses de painkillers et autres produits en tout genre.
Quand je dis produits en tout genre, là par contre je précise bien, ce sont des stéroïdes. En 2 ans, il a prescrit plus d'1 million d'items, d'unités de produits, pas que à Chris Benoit, donc peut-être à d'autres catcheurs, mais aussi beaucoup de gens entre guillemets anonymes. Suite à cette découverte, bien entendu, ça n'a pas fait un pli. Il a été mis sous contrôle judiciaire et sa licence de médecin a été immédiatement révoquée. Concernant l'affaire Chris Benoit, lorsqu'il s'est défendu, le docteur Astin a dit que toutes les prescriptions qui avaient été faites à Chris Benoit, c'était simplement pour relancer sa production de testostérone qui était complètement à plat. Alors, est-ce qu'il faut rentrer dans le détail? Comment est-ce que ça marche? Peut-être, juste pour que vous donniez une idée. Quand on utilise de la testostérone de manière artificielle, eh bien, le corps en reçoit. Donc il se dit, bon, plus la peine d'utiliser de testostérone, donc j'arrête ma production. Sauf que quand on arrête, nous, d'utiliser la testostérone, eh bien, il faut relancer naturellement la production. Sinon, sans quoi, eh bien, le corps, lui, il a pris la décision de ne plus en produire. C'est ça un petit peu le souci. Et donc lui, il a tout simplement dit que comme Benoît, lui, il n'avait plus du tout de production naturelle de testo, ce qui est compréhensible par rapport à tout ce qu'il aurait pu utiliser dans le passé, eh bien, il a simplement dit que ces ordonnances, c'était pour sa testo. C'était pas forcément... En fait, c'était pour retrouver des niveaux de base et pas du tout pour exploser les compteurs et prendre en masse. Bon, ça, c'était son explication. Il y a aussi des membres de sa famille, à ce docteur Astin, qui ont été entendus. Et c'est vrai que les sons de cloche étaient un petit peu différents. Il y a une personne, ils ont été interviewés par la chaîne CBS à l'époque, une personne a dit que tout simplement c'est un médecin honnête qui fait des ordonnances pour des gens qui en ont besoin. L'autre personne de sa famille par contre a été un petit peu plus nuancée, un peu plus honnête, en disant que c'était un médecin qui était tout à fait reconnu pour ça, qu'on pouvait entre guillemets venir se faire prescrire à peu près tout et n'importe quoi, que c'était un dealer officiel, ça c'était les termes qui avaient été utilisés lors de ces interviews. Dans l'entourage de Chris Benoit, il y a aussi d'autres détails, parce qu'au-delà de cette possible addiction aux stéroïdes, addiction pas forcément physique, peut-être plutôt psychologique par rapport aux effets que ça lui permettait d'obtenir sur ses muscles, eh bien, il faut savoir que Chris Benoit était complètement drogué au café, il buvait des litres et des litres par jour, il marchait très souvent avec, comment on dit en français, pas son thermos, mais carrément son espèce de percolateur, ou bon, désolé si je connais pas le mot en français, donc voilà, il se baladait pour pouvoir se faire du café à la commande. Et avant de faire ses entraînements, eh bien, il prenait aussi de l'éphédrine et de l'aspirine pour pouvoir énormément fluidifier le sang. Qui dit sang fluidifié, dit sang qui circule mieux et qui apporte mieux les apports protéiques dans les muscles qui vont aider à la prise de masse et à la prise de muscle. Donc il était vraiment, il était vraiment surchargé à tous les niveaux. Donc c'est pour ça que incriminer les stéroïdes comme explication miracle de ce coup de sang, de ce drame, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Il faut comprendre et contextualiser son comportement et son style de vie dans sa globalité. Par contre, ce qui est très intéressant sur cette histoire de drogue au café, le fait qu'il était drogué au café, et ça c'est un élément dont quasiment personne n'a jamais parlé. Il y a de nombreuses études qui ont démontré que les personnes qui consomment beaucoup de café, des litres et des litres, tous les jours, tout le temps, peuvent amener à de nombreux effets négatifs. Ça peut amener de la dépression, de la violence, des hallucinations et de la psychose. Éléments très psychologiques qui pourraient expliquer ce coup de folie, en faisant totalement abstraction d'une éventuelle surconsommation de stéroïdes pour expliquer ce que Benoît a fait. Donc ça, j'ai trouvé très intéressant d'être tombé là-dessus dans mes recherches, vraiment ces études qui sont tout à fait légitimes. J'ai pas retrouvé les sources, c'était sur des petits articles donnant des citations, que voilà, la surconsommation de café peut donner vraiment des travers de comportement qui pourraient pousser à l'extrême, engendrer de tels drames. Alors c'est sûr que la chose la plus intéressante que l'on aurait pu ou dû faire, c'est analyser ses tissus cérébraux. Sauf que malheureusement, lorsqu'il a été retrouvé, il était décédé depuis déjà plus de 24 heures. On était en plein mois de juin à Atlanta. Son corps avait donc reposé dans une température qui dépassait les 35 degrés Celsius, ce qui fait que ses tissus cérébraux étaient presque totalement liquéfiés et quasiment inexploitables. C'est pour ça que, même si on a eu quelques petits avis, quelques images comme ça sur l'analyse de son cerveau en expliquant qu'il avait un cerveau de personne de 80 ans qui était complètement à la ramasse et donc ça pourrait expliquer certaines choses. La réalité, c'est que ces tissus n'ont pas pu être vraiment exploités pour en tirer de réelles conclusions médicales.
Voilà les amis, c'est déjà terminé pour cet épisode sur la tragédie Chris Benoit. Ça n'est pas terminé, rassurez-vous, on va se retrouver pour au moins 1 ou 2 épisodes de plus, je pense, sur cette tragédie pour voir étape par étape quelle est la chronologie des événements et qu'est-ce que l'enquête a permis d'isoler. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous donne rendez-vous, vous savez quand maintenant? Ce sera mercredi midi pour le nouvel épisode dédié podcast, comme ça vous pourrez l'écouter, vous n'êtes pas obligé de regarder, vous pourrez l'écouter dans la voiture, dans les transports, n'importe où, dédié à la Monday Night War, parce que très bientôt, eh bien, c'est la Wednesday Night War qui va recommencer, qui va commencer, c'est selon, entre la WWE avec NXT qui a décidé de déclarer la guerre à la AEW, qui a voulu donner un nouveau coup de frais au monde du catch. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir des shows tous les mercredis soirs. Et on s'était dit avec un ami, Dimitri, que je salue et que vous allez retrouver sur ces podcasts, que ce serait une occasion tout à fait à propos de se replonger, comme ça passe un petit peu derrière moi, dans la Monday Night War et voir vraiment quelle était l'évolution de la WWE et de la WCW dans cet âge d'or, l'âge le plus important du catch moderne qui a vu naître Goldberg, Austin et le Rock, qui sont peut-être les 3 plus grandes superstars des, allez combien, 20 dernières années. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et puis voilà, comme d'hab, n'oubliez pas qu'il vous reste que 2 choses à faire, c'est-à-dire garder la passion qui vous anime, et surtout, regarder le catch 24 heures sur 24. Bye bye.